autres cercles, parce qu'il y a une page qui donne le lien avec le portail des autres cercles Condorcet. Donc, ben voilà, maintenant, je laisserai Jean-Claude Henrard, qui connaît bien Betty Bramy, la présenter, mais euh, donc Jean-Claude Henrard, vous le connaissez, il est membre du cercle historique, mais, mais il est aussi professeur de santé publique. Et donc, ce soir, ils vont vous parler d'un très grand sujet qui est la santé mentale, qui est une grande cause nationale en 2025. D'ailleurs, moi, j'ai une première question, c'est, au fond, je ne sais pas très bien ce qu'implique une grande cause nationale. Et donc, de nous expliquer les enjeux, de nous expliquer aussi ce à quoi ça a conduit, quelles mesures et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et ils partiront, comme vous voyez, il y a dans les diapos des données, parce que vous le savez, la santé mentale est un sujet de préoccupation, c'est un enjeu majeur de santé tout court, puisque les chiffres sont alarmants et sont plutôt en évolution ces dernières années. Bon, il y a plein de raisons à ça, mais je pense qu'ils y reviendront, que je ne vais pas vous le dire à leur place. Mais déjà, j'ai trouvé ces chiffres qui sont impressionnants, c'est que les troubles psychiques, alors pas seulement, pas tous sévères, concerneraient 13 millions de Français, soit une personne sur cinq, et représentent 23 milliards en coûts. Et pourtant, on sait bien que la prise en charge n'est loin d'être parfaite. Donc, je pense que ces chiffres, ils sont impressionnants, mais on le sait parce que tous autour de nous, je pense qu'on a tous connu, soit soi-même, soit autour de nous, des gens qui ont rencontré des troubles psychiques dans leur vie ou qui y seront confrontés, et puis même des troubles psychiques sévères. Et on voit bien à quel point le sujet est complexe. Et donc, ben voilà, nos intervenants vont revenir sur tout ça en détail, Répondre à tout. répondre à tout. Bon, je vais laisser Madame Bravo se présenter. Ah bon, ben c'est Un peu pas comme sympa. ça. On va décider ça ensemble. Et ensuite, je vous rappellerai un peu le contexte, pourquoi on intervient. Ensuite, ben, je laisserai la parole, oui, je laisserai. Ensuite, je laisserai la parole à Betty, et ensuite, j'interviendrai. Bon, donc moi je suis Betty Bramy, je suis psychiatre, psychiatre des hôpitaux, c'est-à-dire que j'ai choisi de travailler dans le service public dès le départ. J'ai commencé à travailler en hôpital psychiatrique et puis ensuite j'ai travaillé pendant 20 ans, enfin non plus que ça, oui, 20 ans en prison, comme psychiatre responsable En prison. Oui, j'ai travaillé en prison. Oui, mais vous n'étiez pas en prison. Dans notre milieu, c'est comme ça qu'on parle. Excusez-moi. Ça Donc, j'ai intéresse. travaillé comme médecin-chef du service de psychiatrie de la maison d'arrêt d'Ormans, puis de celle de Fleury-Mérogis, à côté de Grigny. Et ensuite, j'ai été recrutée au contrôle général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité administrative indépendante qui a été fondée en 2008 par Jean-Marie, enfin, pour répondre au protocole optionnel des Nations Unies. Et c'était le premier contrôleur général a été Jean-Marie Delarue. Et l'objectif de cette autorité administrative indépendante, c'est de contrôler les droits des personnes privées de liberté, qu'elles sont en hôpital psychiatrique, en prison, en commissariat, en centre éducatif fermé, enfin, tout en centre de rétention, enfin, partout. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai travaillé au contrôle général pendant 15 ans. Voilà. Bon, j'ajoute que vous avez été conseillère technique à la DGS et à la direction des hôpitaux. Non, mais c'est pour montrer qu'il y a une ouverture sur l'administration de la santé et la santé publique. Voilà. Bah, oui, oui. Ça m'a plus marqué de travailler. J'ai eu davantage l'impression d'être utile quand j'étais sur le terrain que dans les bureaux, pour tout vous dire. Donc, je ne mets pas ça vraiment en avant. Oui, mais ça ouvre. Oui, vous avez raison. Ça montre au moins la bureaucratie dans son Oui, au moins, vous fonctionnement. avez vu son fonctionnement, Voilà. c'est ça. Et je suis partie en courant. Bon, alors, bon, on remercie les membres du cercle d'avoir choisi la santé mentale. Et si on fait un exposé aujourd'hui, c'est parce que c'est le fruit d'un travail qui nous a été demandé par Yannick Moreau. Yannick Moreau, c'est un fonctionnaire, bon, je ne raconterai pas sa vie, mais un très haut fonctionnaire, et qui est au Pacte civique. Donc, on a travaillé pour le Pacte civique avec Yves Munera, qui est un médecin généraliste, Betty, qui est psychiatre, et moi, qui suis gérontologue et qui fait de la santé publique. Donc, on a un regard, disons, assez ouvert, pas corporatiste, quoi, du tout. Voilà.
Et complémentaire. et complémentaires, absolument. Voilà. Bon, donc, je laisse présenter Bon, moi, je n'ai pas l'histoire. l'intention de vous faire un exposé universitaire sur la psychiatrie. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, vu mon grand âge, je peux dire ça, c'est que si j'avais 30 ans aujourd'hui, je ne choisirais pas la psychiatrie publique. Ce qui pour moi est dire ça, c'est un aveu d'échec absolument énorme, parce que j'ai toujours été dans le service public avec passion, je dirais. Et je vais vous raconter dans 2 minutes un petit peu comment j'ai pu participer à l'histoire de la psychiatrie de très près. Et puis aujourd'hui, on est dans une telle situation catastrophique que si c'était à refaire, je ne sais pas où j'irais. J'adore ce métier, je pense que je serais psychiatre, mais je ne suis pas sûre que je choisirais à nouveau le service public. Je pense que comme introduction, c'est pas neutre. Alors, la psychiatrie française, il faut donner quelques notions historiques, comme toujours, parce que ça explique beaucoup de choses. Au départ, il y avait Pinel et la Salpêtrière et les fous. Il y avait deux traitements, c'était attacher les gens et les douches froides. C'est comme ça, c'était extrêmement simple. On n'avait rien d'autre pour calmer les gens. Ensuite, la première étape importante de l'histoire de la psychiatrie, après Pinel qui a libéré les fous, c'est en 1838, une loi du 30 juin 1838, il faut la mettre dans son contexte. C'est la bourgeoisie de Louis-Philippe Arde qui a envie qu'on s'occupe des fous, mais quand même un peu loin, c'est-à-dire pas au centre des villes. Donc, le premier article de cette loi, c'est dans chaque département, il y aura un asile psychiatrique. Donc, tous les hôpitaux psychiatriques départementaux, dans tous les départements de France, je ne parle pas de la région parisienne qui est une exception puisque les départements ont été créés bien après, mais dans les départements, par exemple, moi j'ai travaillé donc à Rouen pendant des années, l'hôpital psychiatrique, il est à Sotteville-lès-Rouen, et Sotteville-lès-Rouen, c'est à 10 km du centre-ville de Rouen. Et c'était, bon, maintenant, ça se touche avec le développement des banlieues, mais le but de cette opération de 1838, c'était de dire on s'occupe des fous, mais dans un endroit bien loin du centre-ville et avec des murs de 10 mètres de haut. Comme ça, on ne les voit pas, mais en même temps, on se sent déculpabilisé par rapport au fait que, comme on disait tout à l'heure, à l'époque, c'était la même chose. Il y avait des fous dans toutes les familles. Et une statistique intéressante, c'est que quelles que soient les années où on a fait des statistiques, il y a 1% de la population française qui est schizophrène. Donc, en 1838, on avait déjà 1% de schizophrènes, comme aujourd'hui, on a 1% de schizophrènes. Donc, ces gens-là, il fallait s'en occuper, mais on n'avait pas de traitement toujours. Le premier traitement, il faut remettre ça aussi en lumière, c'est 1954, c'est le Largactil. Avant, il y avait on se servait un peu du Gardénal, qui est un médicament pour l'épilepsie, et dans certains endroits, on donnait un peu de Gardénal pour essayer de calmer les gens les patients qui étaient un peu violents, mais il n'y avait pas de médicaments purement psychiatriques. Le premier, c'est le Largactil. Ça a été une grande révolution. Après, il y a eu plein d'autres médicaments. Je ne vais pas vous faire la liste des médicaments et les découvertes des médicaments, mais c'est une date vraiment importante, enfin deux dates importantes, 1838 et 1954. Et alors, un autre événement qui a marqué la psychiatrie énormément, c'est la guerre de 39-45, parce que dans ces fameux asiles départementaux, eh bien, il n'y avait aucune, comme pour les Français, il n'y avait pas les Français avaient des plans de rationnement, mais dans les hôpitaux, il n'y avait rien à manger. Alors, certains hôpitaux, comme par exemple celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sotteville-lès-Rouen, à côté de Rouen, avaient une ferme. Alors, il y avait quelques vaches, des poules. Bon, enfin, par rapport à 800 patients, évidemment, c'était quand même un peu insuffisant. Donc, pendant la guerre de 39-45, il y a eu deux solutions. Les médecins-chefs, on les appelait les chefs médecins-chefs asilaires, hein, c'est comme ça que ça s'appelait. Il y a eu deux solutions. Soit ils ont laissé leurs patients mourir de faim, et il y en a eu. Les chiffres ne sont pas concordants parce que c'est un sujet quand même un peu douloureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis d'autres médecins-chefs qui ont dit, ben, on ne va pas les laisser mourir de faim, on va ouvrir les asiles. Alors ça a été, dans certains endroits, évidemment, les gens ont eu peur, mais enfin, il ne s'est absolument rien passé de dramatique. Quand je parle, moi, de fous, c'est un mot gentil dans ma bouche. Donc les fous sont sortis des asiles grâce
à la décision du médecin-chef. Et ils sont allés soit dans leur famille, quand les familles voulaient bien s'en occuper, soit ils se sont débrouillés comme on veut, comme ils pouvaient, mais ils ne sont pas morts. Et quand la fin de la guerre est arrivée, il y a eu deux courants qui ont émergé de cette affaire. Un courant de psychiatres communistes, avec quelqu'un qui s'appelle Lucien Bonafé, qui était dans l'Essonne, et puis un courant animé par des protestants, avec des valeurs, je dirais, un peu qui se rejoignaient, en fait, malgré la différence de départ. Et donc, ces deux courants, ces deux courants ont réalisé que ces fous qui étaient sortis des hôpitaux, bah, il n'y avait pas eu de drame. Et puis, il y avait peut-être une autre solution que de les garder dans ces asiles épouvantables, qui étaient des asiles avec des salles communes, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, évidemment, et des salles communes de 25 patients, avec toujours, on n'est pas encore en 54, hein, puisqu'on est en 45, il n'y a toujours pas le largactile, donc pas de traitement, les douches froides et attacher les gens. Bon, donc ils se sont dit, puisqu'ils se sont bien débrouillés pendant la guerre, eh ben, on va imaginer une autre forme de prise en charge. Et ça a été donc le grand essor de la psychiatrie française qui, dans les années 70, était vraiment la meilleure psychiatrie d'Europe, c'est sûr, du monde, j'en sais rien, mais je pense. Moi, j'ai eu la chance de travailler à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux courants psychiatriques, les communistes et les protestants, ont milité auprès du ministère de la Santé. Enfin, il y a eu beaucoup de militantisme actif par rapport à ça, et ça a abouti à une circulaire. Je dis bien une circulaire, parce que vous savez qu'une circulaire, ça pas, dans la hiérarchie des normes juridiques, c'est pas très haut. Les gens ne sont pas du tout obligés d'appliquer la circulaire. Donc, une circulaire de mars 60. Donc, il a fallu quand même quelques années entre la prise de conscience dont je viens de vous parler après la guerre et puis cette circulaire, bon, qui a donc créé ce qu'on appelle le secteur psychiatrique. Alors, le secteur psychiatrique, ça a été un modèle, je vous dis encore une fois, j'insiste, parce que encore une fois, j'ai eu la chance de travailler dans ce contexte-là, absolument génial, qui consiste dans la chose suivante. C'est-à-dire qu'on a donc l'asile psychiatrique qu'on appelle maintenant, il a changé tellement de fois de nom que bon, ça s'est appelé hôpital psychiatrique départemental, centre hospitalier spécialisé, enfin bon, peu importe. Appelons-le hôpital psychiatrique parce que c'est en général comme ça que les gens le disent. Donc l'hôpital psychiatrique, mais l'hôpital psychiatrique cesse d'être le lieu essentiel de la prise en charge. Ce qui est l'essentiel de la prise en charge se fait ce qu'on appelle en extra-hospitalier, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital. Et le secteur, c'est la définition de prendre un département et faire autant de fois de secteur qu'il y a 60 000 habitants. Et pour les enfants et adolescents, c'est autant de fois qu'il y a 200 000 enfants ou adolescents. Donc on a des départements comme par exemple la Seine-Maritime, vous aviez 10 secteurs à l'hôpital psychiatrique. Enfin bon, peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc on avait ce secteur. Alors c'est quoi le secteur? C'est l'idée que les gens au plus près de chez eux, puisqu'il y a des centres, ça s'appelle un centre médico-psychologique, un CMP, au plus près de chez eux, puisqu'on a mis des CMP partout. Alors évidemment, en zone rurale, c'est moins vrai que dans les métropoles, mais où chaque, par exemple, en banlieue de Paris, où chaque grande ville de la banlieue a son CMP. Et ici, à Paris, vous avez des CMP, parfois deux dans le même arrondissement. Donc, proximité du domicile, gratuité totale des soins, avec donc des psychiatres, des infirmiers, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, tout ça en extra-hospitalier. Donc la prise en charge est définie de manière pluridisciplinaire. Et alors à l'époque, et ça n'a pas perduré, vous allez voir pourquoi, le patient, par exemple, se présentait au CMP l'après-midi, il était reçu par un médecin et une infirmière, et si ce médecin et cette infirmière décidaient de l'hospitalisation, parce qu'il y avait des cas quand même où on était obligé de les hospitaliser, eh bien, ils étaient hospitalisés à l'hôpital psychiatrique, mais c'était le même psychiatre et la même infirmière qui les revoyaient le lendemain matin à l'hôpital psychiatrique. Donc, continuité des soins. Donc, proximité, gratuité et continuité. Et donc, ça a été vraiment un modèle absolument génial. Donc, encore une fois, comme c'était une circulaire, il faut préciser que pour le financement à l'époque, jusqu'en 85,
pour le financement, tout ce qui était extra-hospitalier, c'était le conseil général, qui s'appelait comme ça à l'époque, et non pas le conseil départemental, mais bon, c'est pareil. Enfin, conseil général finançait l'extra-hospitalier. Donc, ce que je vous raconte, c'est-à-dire l'allocation ou l'achat de CMP et le personnel dont je vous ai parlé, psychiatres, infirmières et tout ça, était payé par le conseil général. Et puis, l'intra-hospitalier, les lits d'hospitalisation pour les cas les plus durs, les plus difficiles, relevaient de l'assurance maladie comme n'importe quelle pathologie somatique. Et alors, pourquoi ça a été un développement inégal? Parce que pour que ce système se développe, il fallait que le conseil général soit d'accord pour financer, il fallait que le directeur de l'hôpital soit d'accord pour cette idéologie qui était novatrice et révolutionnaire. Et il y avait des directeurs d'hôpitaux qui n'avaient pas du tout envie de ça, parce qu'ils considéraient que leur puissance, c'était les lits d'hôpital, et si on fermait des lits pour faire de l'extra-hospitalier, ben, ça diminuait leur pouvoir de directeur. Et puis des médecins il fallait des médecins qui aient envie de mettre en place ce dispositif. Donc, ça vous explique, comme c'était, je répète, une circulaire qui n'avait aucune force d'obligation. Je vous donne 2 exemples. Le Val-de-Marne, qui a fait absolument aucune sectorisation. Par contre, l'Essonne a fait une sectorisation, était le département français le mieux, entre guillemets, sectorisé, alors qu'ils sont juste à côté. Donc, ce n'est pas une question de proximité de Paris. Alors, Paris, rien du tout, parce que Paris a refusé très longtemps la sectorisation en gardant le modèle des CHU. Et bon, c'est encore un exemple particulier. Alors, jusqu'en 85, où une loi donc en 85 décide là, c'est une loi, donc chaque département est obligé de créer ce dispositif et on unifie le financement, c'est-à-dire qu'il y a il y a toujours l'intra et l'extra, mais tout est financé par l'assurance maladie. Donc ça ne dépend plus d'une volonté politique, puisque le Conseil général, c'était une volonté politique, puisque ce sont des élus, alors que là, c'est l'assurance, à partir de 85, c'est l'assurance maladie. Avec plusieurs bémols, c'est que on n'est plus dans les 30 glorieuses, donc on a beaucoup moins d'argent que dans les années 70. Donc moi, par exemple, j'étais dans l'Essonne dans les années 70. Quand on voulait 5 infirmières, on en demandait 10 et on en avait 5. Mais on savait très bien qu'en en demandant 10, on en aurait 5. Bon, après, quand par exemple le Val-de-Marne s'est mis à faire de la sectorisation dans les années 85-86, il y avait beaucoup moins d'argent et donc le dispositif a été beaucoup moins riche euh, que celui de l'Essonne. Alors, outre le CMP, vous avez plein de structures autres alternatives à l'hospitalisation. Vous avez des placements familiaux, vous avez des ateliers thérapeutiques, vous avez des hôpitaux de jour, vous avez des hôpitaux de nuit. Bon, je ne fais pas le catalogue. Tout ça pour dire que l'idée force de cette affaire, c'était d'éviter l'hospitalisation, la stigmatisation, parce que quand on disait, aujourd'hui c'est un tout petit peu moins vrai grâce aux célébrités qui ont dit qu'elles étaient malades, mais dire j'ai été hospitalisée en psychiatrie, c'est pas très bon ni par rapport à la famille, ni par rapport aux employeurs. Donc, c'était une stigmatisation très importante. Par contre, aller au CMP, bah, on peut ne dire à personne qu'on est suivi au CMP. Alors, un autre avantage du CMP, c'est que donc c'est gratuit et en fonction de l'état du patient, on pouvait proposer au patient de venir 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ou tous les jours quand ça allait pas bien. Moi, j'ai travaillé par exemple à Évry dans l'Essonne. Et à Évry, il y avait des tas de gens qui travaillaient dans les bureaux, il y avait pas mal de bureaux, et les gens venaient à l'heure du déjeuner, et personne ne savait dans leur entreprise qu'ils étaient suivis. Bon. Voilà, donc vous voyez un dispositif qui sur le papier, enfin c'est pas seulement sur le papier, il a fonctionné vraiment de manière géniale pendant pas mal d'années. Alors pourquoi on est revenu en arrière? La première chose, elle est financière, évidemment, comme d'hab. C'est que financièrement, on a dit, bah oui, mais on a 2 structures, on a l'intra et l'extra. Pourquoi on aurait de l'extra comme ça, alors que bon, la médecine se fait à l'hôpital. Donc on a progressivement réduit les crédits des CMP. Et au lieu de faire ce que nous préconisons dans le livre, de les ouvrir à des horaires plus larges, je vous en parlerai juste après. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est à mettre au compte des psychiatres du dispositif, c'est qu'il y a eu les CMP sont devenus des forteresses.
C'est-à-dire que la première chose quand vous venez au CMP, la première chose qu'on vous demande, c'est où est-ce que vous habitez. Donc, si vous habitez la bonne rue, bah, vous êtes suivi par ce CMP. Si ce n'est pas la bonne rue, bah, ou si vous déménagez et que vous allez habiter 3 rues à côté, ça c'est surtout vrai à Paris, bon, mais si vous changez de banlieue, par exemple, si vous passez de Savigny-sur-Orge à Juvisy, qui est juste à côté, bah, vous changez de CMP et il n'y a aucune, comment dirais-je, aucune exception. Alors, nous, on s'est battus. Moi, je faisais partie des gens qui disaient, mais c'est ridicule, on n'est pas sur, on est sur des suivis qui sont très longs. La maladie mentale, c'est très long. Et donc, quand quelqu'un est schizophrène, c'est malheureusement pour pas mal d'années. Et donc, il ne fallait pas interrompre les suivis. Mais enfin, les gens disaient, comme on a moins de moyens, et ben, monsieur Dupont, il habite plus à Savigny, ben, ça en fait un de moins. Donc, on le renvoie sur Juvisy. Donc, comme si on faisait des comptes d'apothicaire en disant, ça fait un de moins. Et bon, parce qu'en fait, ça se serait équilibré avec d'autres patients, hein, c'est évident. Bon, voilà. Alors le dispositif s'est rigidifié et par exemple, autre élément qui est très important, c'est que quand un patient avait rendez-vous, par exemple aujourd'hui on est mercredi, il avait une injection de neuroleptique d'action prolongée, c'est-à-dire un médicament qu'on fait en injection tous les mois. Si le monsieur ne venait pas aujourd'hui, soit on lui téléphonait, à l'époque, tout le monde n'avait pas le téléphone. S'il ne répondait pas, eh bien, le jeudi ou le vendredi, il y avait une infirmière et un médecin qui allaient à domicile, faire une visite à domicile pour voir ce qui se passait et pour, Je crois que maintenant, c'est fini. ah ben c'est fini, oui, ça, comme vous dites. Et donc, faut voir, mais ça permettait aux patients de rester dans le circuit. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien, si le patient n'a pas son injection, eh bien, au bout de 15 jours, il va se remettre à délirer, il va se retrouver aux urgences de l'hôpital du coin et hospitalisé en soins sans consentement parce qu'il ne sera pas d'accord et il fera une crise avec une violence qu'on connaît. Voilà. Alors, on a tout ça qui s'est un petit peu, enfin un peu beaucoup délité, une rigidification, comment dirais-je, une incapacité de s'adapter à la vie nouvelle. C'est que par exemple, moi je vous ai dit, je travaillais à Évry, le CMP il fermait à 18h30. Bon, or les gens qui travaillent à Paris, bon, il y avait deux solutions. Certains me demandaient, mais moi par exemple je travaille dans le 15e, est-ce que je pourrais pas aller au CMP du 15e? Ah ben non, vous habitez Évry, donc il faut que vous soyez suivi au CMP d'Évry. Sauf qu'à 18h30, le patient il n'était pas rentré et que c'est pas comme en gynéco ou même chez le dentiste, on n'y va pas une fois par an. Parfois, on peut avoir besoin de soins psychiatriques, je vous dis 2 ou 3 fois par semaine. Donc, le CMP refusant de passer le dossier à Paris parce que le patient habitait Paris, et donc le patient, il ne peut pas demander des heures à son employeur régulièrement, puis il ne peut pas dire forcément à son employeur, je vais au CMP, donc j'ai besoin d'heures. Bon, donc ce système s'est rigidifié. Et il faut savoir que les CMP sont fermés le samedi et le dimanche. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec des syndicalistes sur le dos parce que je disais qu'à 9h, les fous, ils ne sont pas levés. À 9h, les fous, ils dorment. Donc, moi, je voulais qu'au lieu de faire 9h, 18h, je voulais qu'on fasse 11h, 20h. Alors là, je me suis retrouvée avec les syndicats sur le dos qui m'ont dit, mais on ne va pas travailler jusqu'à 20h. Bah, sauf que vous avez fait des stats. Vous avez vu, personne ne vient entre 9h et 11h. Aucun patient ne vient entre 9h et 11h. Donc, il y a un moment où il faut peut-être s'adapter, encore une fois, à la vie des gens et faire en sorte que ces CMP soient ouverts ou qu'il y ait des structures, en tout cas, qui permettent une souplesse de fonctionnement et surtout une adaptation à la vie nouvelle, parce que les gens, encore une fois, ils ne finissent pas de travailler à 17h. Voilà, alors tout ça, ça a un petit peu dégoûté, je dirais, les gens, les infirmières, les médecins. Et puis, il y a eu un événement aussi supplémentaire dont il faut que je vous parle, c'est le fait que jusqu'en 1992, on avait des infirmières qui étaient ce qu'on appelait des infirmières de secteur psychiatrique, en abrégé ISP. Et donc, ces ISP, elles étaient formées pendant 3 ans pour être capables de travailler en psychiatrie. Et il y a un ministre dont je ne donnerai pas le nom, qui a décidé comme ça, par un trait de plume, que ce n'était pas la peine de former des infirmiers psychiatriques. Alors l'argument qui a été donné, qui est vrai, c'est que si ces infirmiers ISP, s'ils avaient voulu aller travailler en Belgique ou en Espagne, le diplôme n'était pas reconnu par l'Europe, alors que le diplôme d'infirmière
diplômées d'État, les infirmiers que vous connaissez, c'est ce diplôme qu'on appelle IDE, infirmière diplômée d'État, elles, ces infirmières sont reconnues par l'Europe. Donc du coup, on a supprimé cette formation, ce qui fait on a enlevé des CMP et de l'hôpital psychiatrique, mais surtout des CMP, des infirmiers qui étaient vraiment compétents, qui pouvaient par exemple faire l'accueil d'un patient. Le premier accueil du patient, c'était moi quand je travaillais à ce moment-là, les infirmiers, vous me dites si je m'arrête, hein. C'est beaucoup plus intéressant que ce que tu fais raconter. Alors, les infirmières, quand quelqu'un venait au CMP, c'était une infirmière qui était formée, qui n'avait pas peur, parce que les patients psychiatriques, parfois, ils font peur, et qui était formée, qui n'avait pas peur, et qui décidait. Ensuite, elle parlait du cas en réunion, où si c'était une urgence d'emblée, elle demandait au psychiatre de voir le patient, mais elle était capable de le faire, alors qu'aujourd'hui, les infirmières, ce sont des infirmières donc diplômées d'État. Depuis 92, il n'y a plus d'ISP. Et ces infirmières diplômées d'État, qui sont charmantes par ailleurs, mais elles font 30 heures de psychiatrie sur 3 ans de formation, elles ont 30 heures de psychiatrie. Donc, elles ne sont absolument pas compétentes et on ne peut pas leur donner la responsabilité, par exemple, d'emblée, de faire l'accueil au CMP. Ce n'est pas neutre, parce que ça fait partie du problème du délai pour avoir un rendez-vous. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un de compétent qui peut faire l'accueil d'un nouveau patient, eh bien, ça va ralentir, ça va accélérer pardon, la prise en charge, alors que si vous êtes obligé de faire recevoir le patient par un psychiatre, comme il y a très peu de psychiatres, bah, ça va vous donner un rendez-vous dans 3 mois ou dans 6 mois, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, alors il y a eu tout ça qui s'est passé, il y a eu, excusez-moi, il y a eu tout ça qui s'est passé, et puis il y a un problème qui existe depuis toujours, c'est le problème de comment on arrive en psychiatrie. C'est-à-dire que si par exemple vous avez quelqu'un dans votre famille qui a un problème psychiatrique, c'est-à-dire soit c'est un jeune patient qui se met à délirer, soit il est déprimé, il est suicidaire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On en parle au médecin généraliste, qui est l'interlocuteur, qui connaît la famille, qui connaît tout. Bon. Sauf que le généraliste, il n'a pas de formation en psychiatrie, sinon il serait psychiatre, donc il est généraliste. Et le problème, c'est que les CMP n'ont jamais voulu, ça encore aujourd'hui, hein, ça existe encore aujourd'hui, ils n'ont jamais voulu établir de lien avec la psychiatrie. C'est-à-dire que Yves Munera, dont Jean-Claude parlait tout à l'heure, qui était donc installé dans le 15e, ça lui arrivait au moins une fois par semaine d'avoir dans son bureau quelqu'un qui avait besoin de soins psychiatriques. Et quand il n'arrivait pas, lui, le docteur Munera, à avoir au téléphone quelqu'un du CMP pour dire, voilà, j'ai monsieur Dupont en face de moi, il a ça, ça et ça, est-ce que vous pourriez lui donner un rendez-vous? Bon. Il n'avait même pas un interlocuteur au CMP, alors qu'il a travaillé pendant 30 ans au même endroit. Il a essayé de s'y rendre au CMP, qui était juste à côté de chez lui, hein, et ça n'a jamais marché parce que les CMP ont toujours considéré que la psychiatrie, c'était une spécialité exceptionnelle et que donc il ne fallait pas travailler comme c'est le cas pour... Alors, c'est vrai que la médecine de ville et la médecine hospitalière ont souvent du mal à travailler ensemble, mais ce n'est pas à ce point-là. Et puis quand il y a un malade difficile, enfin un malade qui nécessite une prise en charge hospitalière, les médecins généralistes, ils savent où adresser quelqu'un s'ils trouvent un cancer ou s'ils trouvent une pathologie nécessitant une intervention chirurgicale, ils ont leur correspondant et ça fonctionne. En psychiatrie, ça a vraiment été un problème majeur. Ce qui fait, c'est pas neutre, c'est pas pour pleurer sur les généralistes, mais simplement, si le généraliste ne peut pas donner une réponse à la famille, que le patient ne veut pas venir voir le généraliste et a fortiori ne veut pas aller au CMP, on fait quoi? On n'a aucune solution. C'est-à-dire que le patient suicidaire ou délirant, bah, la mère dit, voilà, mon fils, il est délirant ou il est suicidaire. Bah oui, mais il ne veut pas venir voir le généraliste, il ne veut pas aller au CMP, bah on ne fait rien. On ne fait rien, puisque on ne peut pas obliger les gens à se soigner dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça aille plus mal, et ça va forcément un jour plus mal. Alors, le délai pour aller plus mal, il est variable selon les pathologies, et ça se termine aux urgences de l'hôpital général, avec à la clé une hospitalisation sans consentement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a eu plusieurs lois, je vous fais grâce de toutes les lois qui ont été promulguées sur l'hospitalisation sans consentement.
Le problème, c'est qu'on pourrait éviter, donc il y a une hospitalisation qui s'appelle hospitalisation sur demande d'un tiers, donc c'est la famille qui demande l'hospitalisation de son fils ou de n'importe qui, ou alors c'est l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État, donc le préfet. C'est en cas de trouble à l'ordre public, quand il y a un problème de sécurité des personnes ou de trouble à l'ordre public. Je dirais que dans ce cas-là, à la limite, c'est plus facile. Parce que si le patient, par exemple, casse tout dans un café, bah, le cafetier va appeler les flics et du coup, les flics vont l'emmener pour Paris au CPOA, au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil. En province, ce sera aux urgences de l'hôpital général et ça se passera, je ne dis pas bien, mais au moins il y aura une solution. Mais quand c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers, on revient au même problème. C'est-à-dire que le médecin ne peut pas faire de certificat s'il n'a pas vu le patient. S'il fait ça, il peut être radié de l'ordre des médecins. Donc, il faut qu'il voit le patient. Il faut un certificat d'un généraliste. Mais encore une fois, le généraliste, il faut qu'il voit le patient. S'il ne voit pas le patient, il ne peut pas faire de certificat. Il ne peut pas dire d'après Madame Machin, la mère de Monsieur Machin. Bon, c'est pas possible. Bon. Donc, il faut que le fils ou le père accepte de voir le généraliste. Et à ce moment-là, il faut trouver une ambulance. Je suis désolée d'être précise, mais c'est la vie, hein, c'est la vie quotidienne. Il faut trouver une ambulance qui acceptera de transférer Monsieur Dupont à l'hôpital psychiatrique. Et ce n'est pas gagné d'avance. Voilà. Donc, vous voyez que toutes ces, comment dirais-je, le secteur qui était quand même très, très, encore une fois, novateur, révolutionnaire, avec vraiment des choses vraiment passionnantes. On a fermé beaucoup de lits de psychiatrie parce qu'on disait les patients de psychiatrie n'ont plus besoin, avec les alternatives à l'hospitalisation, de lits d'hospitalisation, sauf que maintenant, il n'y a plus de lits du tout. Donc, ce qui fait que quand on a, en plus, si on a réussi à convaincre M. Dupont et on a les certificats pour l'hospitalisation sur demande d'un tiers ou sur décision du préfet, eh bien, comme il n'y a plus de lits, il y a une dérive qui est absolument invraisemblable, c'est que si vous êtes en soins libres, c'est-à-dire que si vous voulez, de vous-même, aller à l'hôpital, si vous dites, voilà, je ne vais pas bien, je suis suicidaire, je veux me faire hospitaliser, il n'y a pas de lit. Donc, le généraliste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une hospitalisation sur demande d'un tiers parce que l'hôpital, là, ne peut pas refuser. Donc, il y a une dérive totale du fait qu'à l'époque où je travaillais, moi, à l'hôpital psychiatrique, il y avait des lits. Donc, quand M. Dupont allait soit au CMP, et que le psychiatre du CMP disait on va l'hospitaliser en accord avec lui, il demandait à être hospitalisé, maintenant, c'est plus possible parce qu'il n'y a pas de lit. Donc, du coup, la seule solution, parce que l'hôpital est obligé, quand il y a un soin sans consentement, l'hôpital est obligé de le prendre, quitte à l'envoyer à 300 km. Enfin, 300, c'est un peu excessif. Mais par exemple, à Rouen, on envoyait des gens à Évreux, parce que l'hôpital d'Évreux avait plus de lits que l'hôpital de Rouen. Enfin bon, mais l'obligation, elle est réelle. Donc voilà, vous voyez la dérive du système. Alors, il y a beaucoup de psychiatres, notamment de jeunes psychiatres, que tout ce que je vous raconte, ils connaissent l'histoire aussi bien que moi ou à peu près, mais aujourd'hui, ils se trouvent un peu en porte-à-faux parce qu'ils n'ont pas envie de gérer que des soins sans consentement. Ils savent très bien, quand ils voient les patients en soins sans consentement, qu'on arrive après la bataille. C'est-à-dire que si on avait vu le patient 15 jours ou un mois avant, bah, peut-être qu'on aurait évité le soin sans consentement. Ce qui veut dire aussi, parfois, assez fréquemment, la chambre d'isolement et la contention du patient. Donc des méthodes que moi je trouve inacceptables, mais on est parfois, encore une fois, si on arrive après la bataille, on n'a pas d'autre solution. Donc on voit bien que tout ce qui était la richesse du secteur, je vous ai dit proximité, continuité, gratuité, ça permettait de détecter, à l'époque où j'étais jeune, on détectait les patients de manière très tôt, enfin très c'est pas tout que je voulais dire, enfin bon. Avant Précoce, merci. Donc, de manière très précoce. Et donc, du coup, bah, la prise en charge, elle était de qualité. Et donc, les psychiatres, à l'époque, ça les intéressait de travailler comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on est à l'hôpital psychiatrique, vous avez quasiment enfin, vous avez encore un tout petit peu de soins libres, mais vous avez essentiellement des patients en soins sans consentement. Vous avez beaucoup de contention et de chambres d'isolement parce qu'il y a de moins en moins d'infirmières. Alors, je vais vous donner un chiffre, puis après,
Jean-Claude vous donnera des chiffres plus sérieux. Mais moi, quand j'étais jeune, il y avait une unité j'étais à Étampes dans l'Essonne, il y avait 25 patients et il y avait 7 infirmiers. Je parle 7 infirmiers là, non, là, à 19h, peut-être pas, mais à 16h, il y avait 7 infirmiers pour 25 patients. Aujourd'hui, c'est 3. Alors, à l'époque, quand il y avait un patient, comme les 7 infirmiers ou infirmières, parce que c'est surtout des filles, elles connaissaient les patients. Et puis, quand on voyait qu'un patient n'allait pas bien, ben, on l'emmenait faire une promenade, on l'emmenait fumer une cigarette, on l'emmenait faire une activité de jardinage ou de je ne sais pas quoi, selon ce qu'on connaissait du patient, et on évitait la crise. Aujourd'hui, quand vous avez 3 infirmières, ben, quand il y a un patient qui ne va pas bien, ben, c'est la chambre d'isolement. Il n'y a pas d'autre solution. Elles peuvent pas, elles sont à 3, le patient agité, bah, elles sont à 2, elles le mettent en chambre d'isolement. Ensuite, le psychiatre vient et il est pratiquement obligé, pour ne pas désavouer son équipe, j'insiste sur des choses très pratiques, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que si le psychiatre qui arrive 2 heures après et dit non, non, Madame Dupont, c'est pas la peine qu'elle aille en chambre d'isolement, on la sort, bah, ça veut dire qu'on désavoue l'équipe. Et comme on travaille beaucoup en équipe, bah, c'est très, très compliqué à gérer. Et le psychiatre se fait vite très, très mal voir son équipe. Donc, il est quasiment obligé de signer l'isolement alors qu'il n'était pas forcément d'accord pour le faire ou qu'un entretien, ça m'est arrivé des dizaines de fois, on fait un entretien d'1 heure, bon, c'est beaucoup, hein, c'est pas une auscultation cardiaque, hein, c'est un entretien qui parfois peut durer 1 heure. Eh ben, on calme le patient et on lui évite la chambre la chambre d'isolement. Mais si les infirmières sont toutes seules, ben, elles n'ont pas le choix. Voilà. Alors, la psychiatrie d'aujourd'hui, ben, c'est un peu tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire. On est passé d'une époque royale, une époque novatrice, avec des gens qui étaient passionnés, comme moi, des gens qui adoraient ce qu'ils faisaient, qui avaient des solutions pour les patients, qui avaient l'impression qu'on avançait de manière positive en permanence avec ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, les alternatives à l'hospitalisation. Et maintenant, on a l'impression qu'on a recréé un système pas asilaire, comme en 1838, il ne faut peut-être pas exagérer, mais on a quand même recentré beaucoup sur l'intra, parce que les CMP, ça coûte cher, et que donc, par exemple, là où je travaillais, dans l'Essonne, ils ont fermé tous les CMP et ils ont mis les consultations de psychiatrie à l'hôpital comme une consultation de cardio ou de pneumo. Sauf qu'il y avait 5 secteurs qui étaient, pour certains, si vous connaissez l'Essonne, il y avait un secteur à Hyères qui est assez loin de Corbeil. Donc, il y avait un CMP à Hyères, il y avait un CMP à Ris-Orangis, il y avait un CMP à Vigneux, un CMP à Évry et un CMP à Corbeil. Ben, tous sont fermés et ils ont des bureaux de consultation comme pour une consultation de rhumato ou de cardio. Et donc, bon, ceux qui habitent Corbeil, ça va, mais ceux qui habitent Hyères bon, donc on est revenu très, très, très en arrière. Et du coup, les psychiatres, ben, ils n'ont plus envie de travailler comme ça. Ils connaissent l'histoire, ils savent comment ça s'est passé, je dirais, à mon époque, et ça ne les amuse pas alors, de s'occuper uniquement de patients sans consentement, avec en plus un dernier point sur lequel je vais m'arrêter, c'est que quand on a un patient en soins sans consentement, il y a une tonne de paperasse absolument incroyable à remplir, bon, qui est pour protéger, ça c'est l'idée de base est bonne, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas d'hospitalisation arbitraire. Bon, moi je vais vous faire une confidence, j'ai commencé à travailler en 71, donc ça fait quelques années, je n'ai jamais vu d'hospitalisation arbitraire. Bon, enfin, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais, mais enfin, on peut penser que quelqu'un qui veut récupérer l'héritage, je ne sais pas quoi, mais bon, bref, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais en tout cas, pour protéger et pour être en adéquation avec ce qui se fait dans les pays européens, on a fait des lois donc, qui protègent les patients, sauf qu'il faut un nombre de certificats absolument hallucinant et que quand on fait un certificat, on ne soigne pas. C'est-à-dire que vous rencontrez M. Dupont, je rencontre M. Dupont, je l'interroge sur pourquoi il est là et tout ça, mais ça ne le soigne pas. Et après, je fais mon certificat, et il y a des certificats comme ça de 24 heures, de 72 heures, enfin bon, je vous passe les détails, mais les psychiatres, ils n'ont pas envie de ça. Ils n'ont pas envie, c'est pas ça pour eux la psychiatrie. Voilà. Alors du coup, l'attractivité, bah, elle a énormément baissé. On est Dans le public. Dans le public. Le choix des internes, la psychiatrie, c'est l'avant-dernier choix. Le dernier choix, c'est la médecine du travail. Donc voilà, et le premier choix, je pense que vous le savez, c'est la chirurgie esthétique et la dermato.
Bon, ça donne un peu, alors qu'à mon époque, c'était la chirurgie, l'anesthésie, réanimation, enfin bon, et la psychiatrie était tout pas loin. Voilà, et donc l'attractivité, elle est aussi vraie pour les infirmières. C'est-à-dire que les infirmières, elles n'ont pas forcément envie de se retrouver à trois avec des patients agités, sans formation, et puis avec des psychiatres qui sont de moins en moins là, non pas parce qu'ils fichent rien, mais parce qu'ils ont plusieurs endroits où ils doivent aller. Donc, à partir du moment où vous avez une pénurie de psychiatres, le psychiatre, il doit aller dans plusieurs services ou dans plusieurs CMP, donc il est pas là. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de réunion pluridisciplinaire, il y a pas tout ce qu'il y avait à mon époque. Voilà. Donc, l'attractivité, elle a beaucoup perdu. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas, il y aura peut-être des questions. Oui, après, on va laisser Oui, non, mais Léna Lissaudet, après, on vous posera certainement des questions. Vous savez que 2025, la santé mentale, non pas la psychiatrie, est une grande cause nationale, a dit M. Barnier. Comme il n'y a pas de gouvernement, ça n'engage pas très loin. Il ne reste pas moins que ça témoigne, si vous voulez, d'une forte mobilisation du milieu santé mentale et les psychiatres. Il y a eu des réunions, bon. Et les pouvoirs publics ont compris que, en dehors de la crise de l'hôpital dont on gargarise, la santé mentale avait une crise encore plus aiguë que, disons, l'hôpital général et le système de soins en général. Alors, j'ai été voir quelques statistiques. On dit la maladie mentale touche 13 millions de Français. Vous pouvez passer la première machine si vous voulez, la première diapo, hein, si ça marche. Oui. Oui, bon, vous voyez. Et c'est des chiffres qui sont donnés par l'OMS et 3 millions vivent avec un trouble psychiatrique persistant. Ça, c'est des vrais malades psychiatriques qui peuvent s'accompagner d'un handicap psychique, comme vous allez le voir dans ce que je vais dire. Les malades mentaux chroniques ont obtenu depuis 2005 le statut de handicap psychique, de handicapé psychique, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Et où on a le plus de données facilement accessibles, c'est sur les épisodes dépressifs. Hein, et 15 à 20% de la population générale traversera un épisode dépressif au cours de sa vie entière. Ce sont des données qui relèvent de l'INSERM. Et 5,4% des adultes de 18 à 79 ans, après on ne sait pas, déclarent en 2024 avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie, ce qui n'est pas rien. Alors, les derniers chiffres dont on dispose facilement, c'est que en 2023, 8848 décès par suicide ont été enregistrés, soit 13 pour 100 000 habitants, et ça a eu tendance à régresser un petit peu par rapport aux années précédentes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le suicide réussi, si je puis dire, frappe beaucoup plus les hommes, hein, près de 3 fois plus, et que le maximum des suicidés a plus de 65 ans. Le mode de système le plus habituel, c'est la pendaison. On reste un milieu très rural. Les agriculteurs, oui. Oui, ça, oui. Oui, essentiellement. Oui, oui. Alors, selon Santé publique France, environ 100 000 hospitalisations ont été dénombrées pour tentative de suicide, soit en 2024, soit un taux de 1,42 pour 1000, s'il vous plaît. Alors, on met l'accent actuellement sur la santé des jeunes. Vous n'avez qu'à suivre la presse, vous voyez que les jeunes, beaucoup de jeunes, entre 11 et 20 ans, 24 ans, ont des problèmes. Et surtout depuis le Covid. Ça s'est beaucoup aggravé. Alors, il y a une enquête qui s'appelle Mentalo de l'INSERM qui a étudié 17 000 jeunes en les interrogeant 7 fois au cours d'une année. Et parmi ces 17 000 jeunes, un tiers déclarait de la détresse psychologique de type anxio-dépressif, modéré ou sévère, et parmi elles, 2 tiers étaient des filles. Donc, le sexe féminin est plus frappé, mais il se suicide moins. Enfin, du moins, il a moins. Voilà.
Beaucoup de tentatives. alors, Beaucoup de tentatives. et le sentiment de solitude était chez 4 jeunes sur 10. Alors, parmi les facteurs qui jouaient beaucoup, c'était la pression, hein, la pression pour réussir. Et les enseignants vous le disent, hein, la pression a beaucoup augmenté dans les écoles et ça génère de l'anxiété et c'est un facteur plus important que le contexte familial ou que les facteurs personnels. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a étudié la vision des écrans. 25% d'entre eux qui déclarent de la détresse passent plus de 5 heures devant les écrans. 9% plus de 7 heures par jour. Avec un risque de 60% de détresse. Et évidemment, si on regarde l'écran au-delà de 22 heures, ça génère des troubles du sommeil. 4 jeunes sur 10 parmi ces personnes déclarent une dépendance et parmi ceux qui déclarent une dépendance, la moitié, c'est une dépendance aux écrans. Et un jeune sur 10 a une dépendance au porno. Et voilà. Alors, ces taux sont plus importants chez les jeunes filles, non pas sur le porno, mais les jeunes filles et les jeunes femmes, avec un taux d'hospitalisation respectivement de 4, 7 fois supérieur chez les 11-17 ans, filles par rapport aux garçons, et de 3 fois plus chez les 18-24 ans. Et les tentatives de suicide, c'est plus la pendaison, c'est les médicaments. Alors, le nouveau rapport, le Conseil de l'enfance, de l'adolescence et de la famille a fait un nouveau rapport qui souligne la dégradation de la santé mentale des enfants et des adolescents, et dans le contexte de soins très difficiles, parce que si Betty nous parlait de la psychiatrie en général, c'est encore encore pire dans le domaine de la psychiatrie juvénile. Et le risque est de voir des médicaments psychotropes remplacer des pratiques d'aide psychothérapique, éducative et sociale. Quand on étudie la consommation de médicaments hein, psychotropes, elle est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était par le passé. Alors tout ceci a des conséquences en particulier pour les malades suivis pour des troubles psychiatriques, avec une moyenne d'espérance de vie inférieure de 16 ans pour les hommes. Donc les hommes qui sont suivis pour troubles mentaux chroniques ont une espérance de vie inférieure à 16 ans, ce qui n'est pas rien par rapport à la population générale, et chez les femmes, c'est 13 ans. Donc c'est vraiment... Alors pourquoi il y a ça et cet écart est renforcé par les gens en plus qui prennent des drogues. Alors, les troubles mentaux, je vous dirai pourquoi dans un instant, les troubles mentaux sont très inégalement répartis. Ils touchent beaucoup plus les populations pauvres et précaires. Il y a qu'à voir dans la rue, quand on voit des clodos, la moitié, sinon plus, ont des troubles mentaux. Euh, les toxicomanes, les populations désocialisées, les migrants, ceux qui ont des parcours d'existence douloureux, eh bien, sont beaucoup plus touchés. Et malheureusement, ils se heurtent encore plus à des difficultés d'accès aux soins nécessaires et ils vivent en plus souvent au sein de zones qu'on appelle de déserts médicaux, notamment psychiatriques. Je rappelle qu'il me semble que dans un département, il doit y avoir un psychiatre. Je peux me tromper, mais j'avais regardé un certain nombre de données. Enfin, il y a une inégalité de répartition considérable. Parce qu'il y avait juste un truc, c'est que dans les départements, j'avais visité par exemple un hôpital dans la Creuse, l'hôpital psychiatrique départemental de la Creuse, qui est à 20 km de la préfecture de la Creuse, qui est Guéret, mais il y avait un seul psychiatre hospitalier, donc avec les histoires de certificats dont je vous parlais, c'était très compliqué, et il y avait 0 psychiatre dans le département. Oui. Donc, il y a une répartition très inégalitaire. Alors que si le psychiatre s'installait, il aurait des clients. Alors, malheureusement, le moindre recours aux soins, le moindre recours à la prévention, au suivi médical ou aux consultations spécialisées chez les personnes suivies pour des troubles psychiques sévères, s'observe chez ces personnes qui ont plus fréquemment
des troubles somatiques sévères, insuffisance cardiaque, diabète, et 15% d'entre eux n'auraient pas de médecin traitant, contre 6% dans la population générale. Donc, ça explique en grande partie, ils sont sous-soignés, sous-suivis, font moins de prévention déjà, on n'en fait pas beaucoup en France, hein, et ça explique en partie leur surmortalité, du moins leur espérance de vie moindre. Alors, dernière donnée, ce sont les coûts. On parlait de 23 milliards pour troubles psychiatriques, c'est les remboursements par l'assurance maladie, ça représente environ 14% des dépenses de l'assurance maladie, mais un certain nombre d'études ont pris en compte d'autres facteurs, comme ce que j'ai marqué, les coûts sociaux, les pertes de productivité et de bien-être. Ils ont moins de bien-être, ça peut se calculer, et on arrive à un coût de plus de 160 milliards. C'est considérable. Voilà. Donc, c'est les quelques données dont je voulais vous parler. Et maintenant, on va passer à quelques propositions éventuellement. De cet exposé, il faut bien retenir que le somatique et le psychiatrique ou le mental s'ignorent trop souvent. Et c'est en grande partie une des causes de la moindre espérance de vie. C'est quand même scandaleux de voir que les gens ont 16 ans de moins. Pour les hommes, c'est énorme, et 13 ans pour les femmes, hein. Bon, alors, parmi les propositions que nous faisions, mais qui n'ont rien de très original, parce que j'ai repris un certain nombre d'articles de journaux où un certain nombre de personnes représentatives de la santé mentale s'exprimaient, la première chose à faire, c'est de rétablir la confiance. Betty a montré combien les postes de psychiatres n'étaient pas pourvus, combien les internes choisissaient la psychiatrie en dernier. Bref, en plus, ils savent qu'ils vont avoir dans les hôpitaux des gens qui seront hospitalisés sans consentement, donc c'est l'horreur. Donc, ça n'incite guère à choisir la psychiatrie. Et par conséquent, il nous paraît important qu'il y ait un débat public national, soit sous une convention citoyenne, soit sous de nouvelles assises qui questionnent l'ensemble de l'organisation psychiatrique. Parce qu'en en fait, ce que décrivait Betty, c'est un mouvement très général qui se passait au moins en Europe, que je connais pour avoir participé à un certain nombre de travaux, c'est la désinstitutionnalisation. Mais en fait, on continue à avoir un hospitalocentrisme qui a été renforcé d'ailleurs par le Covid. Depuis le Covid, on ne nous parle que de l'hôpital, hein, que de l'hôpital, alors qu'en fait, les maux de l'hôpital sont en particulier liés, tant en psychiatrie qu'en somatique, au manque d'organisation des soins de première ligne, de l'amont, et de la mauvaise organisation de l'aval, hein, des sorties. Bon. Et alors évidemment, tout le monde se retrouve aux urgences, hein, et avec en plus un état d'esprit qui a beaucoup changé dans ces années, hein, où il faut avoir tout de suite le médecin. Plein de médecins, qu'ils soient psychiatres ou pas, se plaignent des gens qui les violentent. À l'hôpital, il y a de plus en plus. C'est sûr qu'attendre pendant 6 heures ou 10 heures sous un brancard, c'est pas très gai, mais il n'empêche que le contexte général n'est pas très bon. Alors, ce qui nous paraît important aussi dans ces assises, c'est de bien distinguer ceux qui relèvent des maladies mentales, et donc des CMP, de ceux qui entrent dans le champ de la souffrance psychique. Parce que pratiquement, au cours de sa vie, on aura tous des moments de souffrance psychique et on a éventuellement, à ce moment-là, besoin d'un soutien. Alors, il y a déjà quelques mesures qui ont été prises, soutien d'un psychologue, soutien d'un médecin généraliste, à condition que l'un comme l'autre soit branché sur et des liens forts avec la psychiatrie. Et moi qui suis un somaticien, ben, on a deux mondes, un qui ne s'ignore pas complètement, peut-être de moins en moins, mais qui quand même s'ignorent beaucoup les uns avec les autres, hein. Alors, il nous paraît également important qu'il y ait un institut national de la psychiatrie, comme il y a eu l'Institut national du cancer, qui a incontestablement a permis de faire des grands progrès en cancérologie. Et cet institut national pourrait contribuer, être le référent national et contribuer à la coordination
contre les maladies mentales, tant dans le domaine de la recherche que dans le domaine des soins. Et en même temps, il devrait contribuer à la déstigmatisation. Si on prend l'exemple du cancer, par exemple, l'annonce du cancer à la famille a été mise en avant par l'Institut national. Je pense que donc, si on veut vraiment déstigmatiser, un Institut national référent aurait plus de poids que la mobilisation des psychiatres de secteur, enfin de secteur, des petits psychiatres, je veux dire que ceux qui seraient dans ce grand Institut national. Et on demandait aussi qu'il y ait un poste de délégué interministériel de la santé mentale qui soit le référent des collectivités locales et des préfets, dans la mesure où les collectivités locales et les préfets, dans certains cas, doivent intervenir. Alors, il faut aussi renforcer l'attractivité des professions de psychiatres et de soignants en psychiatrie, notamment en améliorant les conditions de travail, parce que si les gens désertent, c'est en grande partie parce que les conditions de travail sont devenues épouvantables. Ce n'est pas financier. Oui, oui, c'est pas seulement. Ça ne demande pas une augmentation de salaire. Non, Bon, certes, il y a eu le Ségur oui. pour. C'est pas ça le sujet. C'est pas le sujet. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont suffisamment payés. Mais les conditions de travail se sont tellement détériorées que plein de gens foutent le camp. Tant dans l'hôpital somatique, hein, je veux dire, les infirmiers aussi sont. Et puis, interdire la contention et l'isolement, sauf comme dernier recours, parce que, comme le disait Betty, dans certains cas, on y est obligé. Alors, il faut également essayer qu'il y ait des liens, donc. Et il faut que tous les futurs médecins généralistes reçoivent une formation à la santé mentale, un module hein, dédié à la santé mentale, avec en particulier la façon de communiquer avec les malades mentaux pour leur expliquer les problèmes somatiques qu'ils ont, comme tout le monde, hein, et qu'il faut prendre en charge. Et puis, il faudrait que, puisque maintenant tout le monde est interne, il y a un stage obligatoire en psychiatrie, hein, sur 4 ans, ça nous paraît important. Il faut que tous les futurs psychiatres, parce que Betty n'en a pas parlé, mais il y a des écoles de pensée qui s'affrontent, hein, dur comme fer. Et il semble qu'il faut que tous les futurs psychiatres soient formés à la psychothérapie, au moins, oui, à la psychothérapie. Il faut que on retrouve les infirmiers en santé mentale, en psychiatrie. Alors, il y a actuellement la possibilité pour les infirmiers diplômés d'État d'avoir de la pratique avancée, donc avec une année complémentaire, voire plus, ils pourraient devenir des infirmiers de pratique avancée en psychiatrie. Ça serait quand même, parce qu'ils ont un rôle absolument essentiel, en particulier pour suivre les malades chroniques. Enfin, ce que n'a pas dit Betty, mais elle pourra plus le préciser, il y a des médiateurs en santé qui ont été créés par des innovateurs sociaux et des pères aidants. Oui. Et ça, c'est très important, il faut généraliser ça. C'est un mouvement qui est assez général. On redonne quand même plus de pouvoir à ceux qu'on appelle, moi j'ai toujours eu hors de ça les patients. Ce sont des personnes, ils ne sont pas patients, ils sont éventuellement malades, mais ils peuvent être impatients aussi, je veux dire. Non, je veux dire, bon. Et les médiateurs de santé sont des nouveaux venus à l'hôpital et il faut donc que les professionnels acceptent qu'ils jouent un rôle important. Ça a été le cas, par exemple, pour le sida. Pour le sida, mais les médecins, ça a été un crève-cœur pour eux. C'est-à-dire que pour les grands professeurs de maladies infectieuses de l'époque, quand ils ont eu à traiter le sida, ils pensaient que comme ils étaient médecins et qu'ils savaient tout, ils allaient guérir le sida. Bon, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que les associations d'aide aux patients étaient bien plus utiles, puisqu'il n'y avait pas de traitement à l'époque. Bon, et ça a été un crève-cœur, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de donner une partie de leur pouvoir aux aidants. Et c'est exactement ce qui se joue actuellement en psychiatrie. Alors, deuxième type de mesure, oui, pardon. Non, qui est mieux informer et mieux prévenir. Bon, mettre en place un numéro vert téléphonique national, 24 heures sur 24, dédié aux troubles psychiatriques. Bon, je passe parce que l'heure avance. Développer des campagnes d'information, ok,
étendre la compétence de Psycom, qui est un organisme public. Si vous allez sur le site Psycom, vous verrez, c'est très intéressant, hein. C'est un, un organisme public d'information, d'orientation et de sensibilisation pédagogique sur la santé mentale. Moi, je le trouve excellent. Il y a 120 lignes d'écoute, hein. Je vous invite à vous reporter sur ce site si vous avez de la curiosité ou si vous avez un problème. Généraliser la compétence psychiatrique au SAMU, c'est-à-dire tous les SAMU devraient avoir un psychiatre à disposition, étendre l'information psychiatrique clique pour les généralistes qui, lorsqu'ils ont une consultation ou des problèmes avec un malade, puissent s'appuyer sur ça. Et puis, réorganiser rapidement les parcours de soins afin d'assurer un accès rapide à un premier diagnostic en dupliquant sur tout le territoire, c'est un peu théorique ce que je raconte, le modèle des centres d'accueil, d'évaluation d'orientation qu'il y a par exemple à Paris, qui permet une prise en charge en quelques jours de façon à éviter cette errance des gens. Et puis, c'est un mouvement assez général, aller vers les plus démunis. Dans le secteur du handicap, on dit beaucoup aller vers. Bon, là, ensuite, je passerai, mais améliorer la qualité de vie et des soins des patients hospitalisés avec édicter des normes pour améliorer les conditions d'hospitalisation et contrôler leur application. L'hôpital doit être également un lieu de vie, on voit bien ça dans les EHPAD, hein. Ça doit être un lieu de vie avec une réelle prise en charge pour les soins somatiques, la possibilité d'avoir des visites, des activités physiques et sociales. On ne peut pas, si on reste 3 mois à l'hôpital, ce ne soit pas en partie un lieu de vie, hein. Et mettre en œuvre l'ensemble du dispositif de contrôle des mesures de privation de liberté, et puis revoir le financement, mais ça, bon, des services hospitaliers. Ce qui est important également, en particulier aujourd'hui, c'est d'améliorer la continuité des soins psychiatriques et la coordination avec les soins somatiques et l'accompagnement médico ou psychosocial. Parce que dans la mesure où les malades chroniques en psychiatrie sont maintenant des handicapés psychiques, ils relèvent du secteur médico-social et ça peut créer une rupture complète. On les Ce vire de n'est pas les mêmes l'hôpital. soignants, c'est pas... On les vire de l'hôpital. C'est ça, hein. Parce Et que ça coûte moins cher dans le médico-social oui, que. oui, mais c'est de la saloperie qu'on a fait, hein, en fait. C'est toujours la même chose. C'est les départements, ils veulent bien avoir du pouvoir, mais ils ne veulent pas payer, quoi, hein. Vous en racontez beaucoup sur le domaine des vieux, mais vraiment, c'est terrible. Bon, alors, il y a quand même une tendance générale à territorialiser dans la santé en général et à regrouper les professionnels. Alors, il faut que ces regroupements de somaticiens soient en lien avec des regroupements psychiatriques de façon à ce que les gens travaillent. Il faut qu'il y ait des somaticiens qui viennent à l'hôpital psychiatrique, il faut que l'hôpital somatique ait des consultants en psychiatrie, ça va de soi. Alors, ce qui est important, c'est à ce moment-là d'avoir une politique locale qui, au niveau collectif, hein, alors c'est un territoire, hein. Définir un territoire, c'est compliqué, hein, mais c'est souvent les gens du local qui vont définir le territoire. Comme le disait, vous habitez à Évry, vous travaillez à Paris, quel est votre territoire? Je veux dire, bon, c'est compliqué la définition du territoire. Il y a des territoires administratifs, c'est compliqué, mais il faut absolument qu'il y ait un territoire de santé avec des instances de responsabilité et de décision partagées qui regroupent des élus, des représentants des usagers et des professionnels. C'est une tendance qui est mise en œuvre, mais qui est absolument essentielle. Et il faut qu'il y ait des postes de coordonnateurs référents. Parce que pour qu'il y ait du suivi, il faut qu'il y ait de l'orientation correcte et qu'il y ait un lieu où on oriente et que ce lieu d'orientation soit en lien avec les différents acteurs du territoire. Donc, il faut des postes de coordonnateurs référents. Et puis, améliorer le fonctionnement des CMP, hein, c'est-à-dire qu'ils devraient fonctionner à des horaires d'ouverture compatibles 10h-20h, hein, on disait, ou Et samedi, dimanche. 11h-20h, Et 7 samedi. jours sur 7, Voilà. avec des créneaux pour les urgences. Mais ça permet éventuellement de créer des postes. Alors, vous me direz que vous aurez plus d'activité, etc. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre. Alors, promouvoir, pour finir,
c'est le suivant, je pense. Oui, Oui. promouvoir l'autonomisation des malades en phase de rétablissement, notamment en favorisant l'épanouissement des groupes d'entraide mutuelle. Les GEM, c'est vraiment intéressant. Vous avez des malades stabilisés qui viennent aider des malades plus en difficulté. La participation aux centres locaux de santé mentale qui ont été créés et l'extension de la pérédance, c'est-à-dire mobiliser les acteurs stabilisés qui connaissent leur propre maladie et qui viennent aider leurs pairs. Conseiller. Et prendre en compte la psychiatrie en milieu pénitentiaire parce que il y a un nombre de malades mentaux en prison considérable et souvent des suicides, etc. Bon. Alors pour conclure, il y a 4 facteurs essentiels. Premièrement, combattre la stigmatisation. Hein. Les fous, c'est pas très bien vu. Bon. Combattre la perte d'attractivité pour les professions relevant de la psychiatrie. Donc il faut arriver à la rendre plus attractive. Éviter les corporatismes et les querelles d'école, qu'on retrouve, parce qu'il n'y a pas de syndicats médicaux, contrairement à ce qu'on pense, il y a des corporations médicales. Mais ce qui s'explique, parce que vu la bureaucratie, le seul moyen de lutter contre la bureaucratie, c'est de se défendre la corporation. Bon, et puis, les nouveaux critères d'évaluation des performances des politiques publiques qui sont épouvantables, hein, où la bureaucratie est renforcée, ce sont des critères qui proviennent de l'entreprise, donc priorité à à la limitation des dépenses sans se poser le problème de la qualité. Alors, à ce moment-là, il faut faire de la quantité. Enfin, bon, bref, ce sont vraiment des critères qui sont épouvantables et qui s'expliquent en grande partie, qui ne correspondent pas. Les rechutes et tout ça. Oui, et puis la fuite des infirmiers, la fuite des médecins. Je veux dire qu'il y a des chefs de service de l'assistance publique qui foutent le camp, en grande partie à cause de ces critères. Hein. Où le sens du service public, l'éthique des professionnels, la satisfaction des usagers ne sont absolument pas ou très peu pris en compte. Donc voilà, bref. Donc tout va bien. Bah, oui. Bah, merci beaucoup, même si on en ressort un peu chamboulé, même si on sait beaucoup de Vous choses. avez psychome. Oui, et donc je pense qu'il y a des questions. Oui, madame. Comment vous voyez l'éruption des neurosciences et de l'intelligence artificielle en psychiatrie? Moi, je ne réponds pas. Alors, moi, Jean-Claude parlait des différentes écoles. Et les neurosciences font partie. C'est une des écoles. Bon, vous avez dans un hôpital psychiatrique, vous pouvez avoir le secteur A, dont le chef de service est un féru des neurosciences, et dans le secteur B, le chef de service ne fait que de la psychothérapie institutionnelle, et dans le secteur C, il ne fait que des thérapies comportementales. Bon. Et donc, si vous habitez dans le territoire du A, bah, vous ne pouvez pas aller dans l'hôpital B ou C. Donc, vous êtes obligé de subir le diktat du chef de service dans le choix idéologique. Alors, les neurosciences, c'est sûr que depuis l'Argactile, on a fait beaucoup de progrès et on a découvert des antidépresseurs, des antipsychotiques, tout ce que vous voulez, mais l'idée qu'on va trouver un jour, en faisant une IRM, quelque chose qui va expliquer l'autisme ou la schizophrénie, moi je veux bien. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, non. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des recherches dans ce domaine-là, mais on ne peut pas axer tout sur les médicaments. Et ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, c'est que plus, il parlait pour les jeunes, moins on a de personnel et plus on donne de médicaments. Bon, c'est évident que, par exemple, moi j'ai fait des contrôles d'hôpitaux psychiatriques. Quand vous avez, ce que je vous disais, 3 infirmières pour 25 malades, bah, elles n'ont pas le temps d'animer des ateliers, des activités, tout ça dont a parlé Jean-Claude. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour calmer les patients? Ben, on les sédate. Donc, vous avez des patients qui sont comme ça. Bon, et donc ils ont une bonne dose de médicaments et tout le monde est content parce qu'ils ne font pas de bruit. Évidemment, ils sont complètement sédatés. Bon. Mais je pense que les neurosciences, il ne faut sûrement pas les mettre de côté, mais il ne faut pas axer toute la prise en charge. L'humain en psychiatrie, c'est 90%. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple très concret, le laboratoire pharmaceutique qui a
qui a créé le Prozac, qui était le premier antidépresseur qui a révolutionné, parce qu'avant, c'était des antidépresseurs qui avaient beaucoup d'effets secondaires. Ben, le laboratoire, qui est le laboratoire Lilly, pour ne pas le citer, c'est le laboratoire qui dit que le Prozac, le médicament, c'est 30% de la prise en charge. Quand vous avez un patient déprimé, vous lui donnez du Prozac. Bon, d'abord, le Prozac n'agit qu'en 3 semaines. Donc, pendant les 3 semaines, le temps qu'il agisse, il faut déjà s'occuper du patient. Et il faut 70%, c'est la prise en charge psychothérapique. Alors, moins on a de soignants, plus on va donner des médicaments. Alors, l'intelligence artificielle, moi, je sais pas. Oui, oui, mais Justement, pour aller dans ce sens-là, moi, je connais rien du tout à cette question-là, donc c'est ma question peut-être un peu naïve, peu une interrogation. Justement, on pouvait penser que, c'est vrai que les problèmes de financement expliquent en bonne partie, vous l'avez dit, la dégradation sur les 20-30 dernières années des structures, de l'organisation, etc. On aurait pu penser que les recherches en matière de médicaments, mais aussi peut-être d'autres méthodes thérapeutiques, auraient pu en quelque sorte avoir un effet compensateur, ce qui ne semble pas être le cas finalement. Non, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas trouvé le gène de la schizophrénie ou l'imagerie qui montre. Bon, maintenant, on a M. Trump qui nous a dit que le paracétamol donnait l'autisme, qu'on est sauvé, mais on ne sait rien de tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi du coup, à l'augmentation, enfin, pour autant qu'on puisse vraiment le mesurer, parce que ce n'est pas évident, l'augmentation des situations de difficultés psychologiques? Non, ce que disait Jean-Claude très justement, c'est que il y a une confusion permanente depuis toujours entre la psychiatrie et les maladies mentales, essentiellement la schizophrénie, la dépression sévère, les troubles bipolaires, des choses, et puis la souffrance psychique. Et quand Jean-Claude disait tout à l'heure que n'importe qui d'entre nous a pu passer par une période difficile, c'est pas pour autant qu'il aurait dû voir un psychiatre. Et on confond toujours ça. Par exemple, si vous avez, moi je me souviens au CMP, un jour est arrivée une dame charmante par ailleurs qui était inquiète parce que sa fille avait de mauvais résultats scolaires. Bon, c'est pas de la psychiatrie. Bon, c'est pas de la psychiatrie. C'est bon, elle a besoin d'aide. Alors, il faut savoir un truc aussi, je vais faire le café du commerce, mais dans le temps, il y avait les syndicats, les coiffeurs, les épiciers, les bouchers qui faisaient fonction de ça. maintenant, il y a Les l'IA. curés, vous avez raison. Maintenant, il y a l'IA. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, les réseaux. Oui, mais les réseaux sociaux, vous êtes seul quand même. Oui, non, Enfin, ça pourrait. on est avec des gens pas très Oui, bienveillants. non, mais quand vous vouliez dire à votre épicier, je suis inquiète parce que ma fille a de mauvais résultats à l'école. Alors que maintenant, ça ne relève pas de la psychiatrie. Maintenant, que cette femme soit en souffrance, c'est possible. Mais ça pourrait être une prise en charge, soit par le généraliste, il était formé, mais il y a aussi une question de temps. Combien de temps vous garde votre médecin généraliste? 40 minutes, jusqu'à 40 minutes. Oh non, non. C'est rare. En moyenne, Ça dépend en moyenne, lesquels. c'est pas Ça dépend non. lesquels. Ça dépend lesquels. Bon, Ça dépend si c'est la première fois. Alors, il y avait. Non, mais Attends, il y avait d'autres questions. Remboursement des psychologues, des psychothérapeutes. Oui. par exemple. Justement, il y a une. Non, mais je finis juste. Le généraliste, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de faire. Pour mettre en confiance un patient en psychiatrie, un entretien psychiatrique, ça ne peut pas être moins qu'une demi-heure. Donc, le généraliste, même s'il reçoit cette femme qui est en souffrance parce que sa fille n'a pas de bons résultats à l'école, il n'a pas le temps. Alors, il y a eu un financement pour 8 séances. Non, maintenant, c'est jusqu'à 20, je crois bien. Bon, Ça a été augmenté. Oui, voilà, Ça a été 20, augmenté. 20, je crois. 20 séances de psychologues qui sont pris en charge, parce que les psychologues que vous trouvez qui sont en libéral, les psychologues qui sont dans les CMP, c'est gratuit, on ne paye pas. Mais les psychologues en libéral, selon l'endroit à Paris, c'est 80 € la séance, non remboursé. Bon, donc il y a quelques patients qui ont pu bénéficier de ce système. Les psychologues étaient vent debout
contre ça parce qu'ils considèrent que enfin, quand c'était 8 ou 10 séances, ça suffisait pas. Enfin, ça dépend. Si c'est la femme dont la fille a des mauvais résultats à l'école, ça suffit. Si c'est quelqu'un qui a des problèmes suicidaires, qui est suicidaire, voilà. Alors maintenant, votre question, c'est pour l'instant, on n'a pas trouvé tout ce qu'on a mis en place, y compris les alternatives à l'hospitalisation. D'abord, on a réduit parce que ça coûte cher et que ça rassure, entre guillemets, les pouvoirs publics, et notamment, je vous ai dit, le pouvoir des directeurs d'hôpitaux, c'est d'avoir des lits. Ça a toujours été comme ça. J'ai 500 lits dans mon hôpital. Si j'en ai 300, je suis un plus petit hôpital. Donc mon ego est moins satisfait. Et donc, les alternatives à l'hospitalisation, ça coûte moins cher, évidemment, parce que une journée d'hospitalisation, ça coûte très cher. Mais en même temps, les directeurs d'hôpitaux, par exemple, quand j'étais jeune, ils étaient absolument persuadés que les visites à domicile, les infirmières allaient faire leurs courses. J'ai entendu ça, mais je ne peux pas vous dire combien de fois. Le directeur me disant, vous êtes sûr que quand elles vont faire une visite à domicile, elles n'en profitent pas pour faire des courses? C'est des corporations, c'est une corporation, le directeur. C'est effrayant, effrayant. Plus il est payé. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, il y avait une question de Laure. Oui, j'en aurais beaucoup, mais enfin bon, je vais essayer d'être concise. Et merci beaucoup déjà de ce tableau, de cette exposé, même s'il est un peu angoissant. Je partage tout à fait dans les propositions, là, je partage tout à fait le rôle, enfin, l'importance de la formation du généraliste, parce que étant donné la prévalence des maladies mentales, chaque généraliste a son lot Forcément. important. Moi, j'avais fait une étude sur les épisodes dépressifs majeurs. Je crois que c'est 70%, ou peut-être 80 même, de ces épisodes sont soignés uniquement par le généraliste. C'est Et bien. d'ailleurs, à ce moment-là, il y a le recours aux antidépresseurs et c'est pratiquement le seul. Oui, mais sans psychothérapie. C'est ce que je disais Avec tout à cette l'heure. petite avancée, là où des psychologues peuvent maintenant prendre un peu le relais du généraliste, qui est quand même un petit peu mieux, même si ce n'est pas encore très développé. Et alors, je voulais vous poser la question aussi de quelqu'un que vous avez, enfin, une corporation que vous avez parlé, c'est les psychiatres libéraux. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un manque de psychiatres en général, mais il y a aussi une mauvaise répartition, à la fois une mauvaise répartition Les psychiatres géographique libéraux, et une mauvaise, je ne sais pas quel est le ratio entre psychiatres libéraux et Je ne sais pas, psychiatres. mais en tout cas, on est dans la moyenne européenne en termes de psychiatres. On ne manque pas de psychiatres. Oui. Ils sont très mal Mais répartis. ils sont mal répartis, puis à la fois, Ils sont bons du public, parce ils que vont dans le les privé. psychiatres libéraux, ils ont un rôle totalement différent. Oui, Ils font totalement. de Ils font pas de psychothérapie, sans d'abord, consentement, ils font pas tout ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose, une meilleure répartition, et une meilleure répartition à la fois géographique et des tâches dans les. C'est vrai pour tous les médecins, je veux dire, ils s'y opposent. Hein. On ne peut pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Il y a qu'à écouter les syndicats médicaux, les psychiatres, ça doit être pareil. Hein. On n'arrive pas. Psychiatre libéral, d'abord, j'ai plein d'amis qui sont passés on a interviewé pour notre livre un de ceux-là qui était un des meilleurs psychiatres de la région parisienne. Il en a eu tellement marre de la pression que le directeur lui donnait parce qu'il ne voulait pas faire d'isolement et de contention, donc il avait supprimé la contention et il laissait son service ouvert. Il n'a jamais eu de fugue et tout ça, mais il a une telle pression du directeur de l'hôpital qu'il est parti. Il est parti s'installer en libéral. Alors, sauf qu'en libéral, il gagne 2 fois plus. Et puis, ils payent l'URSSAF, machin et tout. Bon, certes, mais enfin, ils gagnent très, très bien leur vie. Et puis, ils ont la dame dont la fille a des problèmes scolaires. Ils ont bien entendu, ils ont beaucoup de souffrances psychiques, de petites dépressions. Et dès que, quand je dis petite dépression, c'est pas péjoratif, mais bon, il y a des gens qui sont un peu déprimés, C'est un peu dommage, oui, parce que. Bon, et puis dès que la situation s'aggrave, ils essayent de caser, je fais exprès de prendre ce mot-là, de caser leurs patients à l'hôpital psychiatrique. C'est un peu dommage parce que, étant donné quand même que le besoin, oui, mais il se fasse des petites psychothérapies. Mais c'est beaucoup plus confortable d'être psychiatre libéral. Hein. Il n'y a pas de comparaison. Hein. Et puis, je vous dis, les soins sans consentement, c'est une grosse partie maintenant du travail hospitalier. Et les psychiatres libéraux, ils n'ont pas ça.
Bien sûr. Donc, ils n'ont pas toute la paperasse dont je parlais, et puis la responsabilité du patient qui n'est pas d'accord pour se soigner. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui. Quelques remarques. Dans la pénitentiaire, effectivement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détenus qui sont anxieux de psychique, soit en entrant, soit ils l'acquièrent. Absolument. Et c'est vraiment dramatique. Il faut savoir que le personnel pénitentiaire aussi n'est pas complètement indifférent à ça, il est complètement démuni sur ces problèmes de santé mentale chez les détenus et aussi parmi la pénitentiaire aussi. Mais il y a une proposition que j'ajouterais, c'est d'aller voir à l'étranger. Parce que là, j'aurais deux exemples. Là, vous parlez de pérédance. La pérédance au Canada, elle existe depuis très longtemps. Ça commence en France, etc. Ce qu'il faut, donc il y a un début maintenant, donc vous dites qu'un malade doit être stabilisé, certes, mais il a le droit aussi à rechute. Et il faut aussi que le personnel médical qui a des Bien pérédances sûr. dans son service, il peut pas être là, etc. Le deuxième exemple vient d'Australie, puisque il y a depuis 5 ans, il y a des formations UNESCO en santé mentale. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'était SSL France. Encore une fois, c'est un exemple qui a été pris en Australie, qui est implanté en France. Il y a près de 250 000 personnes qui ont été formées, c'est pendant qui dure 2 jours. Et donc, ça favorise à la fois la déstigmatisation, pardon, et puis aussi la sensibilise. Enfin, moi, j'interviens surtout dans le domaine sanitaire et social, sur ces formations, sensibiliser justement à savoir comment faire, comment accueillir une personne, comment lui parler, etc. Ça, c'est quand même des exemples, on a dit, tirés de l'étranger qu'il faut quand même aussi les valoriser. Et même, PSSM, enfin, pour ce que Santé mentale France, on sent qu'il y a une petite concurrence ressentie par le personnel médical. Et puis, comme c'est quand même des petites lumières, quand même, pour ne pas être pessimiste, il y a aussi la pérédance famille, aussi, qui existe, etc., qui commence à être acceptée par le personnel médical. Je parle du programme BREF, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est en cours d'implantation par le Vinatier, l'hôpital de Lyon. Il y a quand même des choses très, très, très bien qui se font aussi. Mais aller voir à l'étranger aussi, c'est très constructif. Mais je ne sais pas comment on lutte contre le corporatisme. Par la formation médicale à la base. Je pense que c'est aussi comme ça, non? Non. Non? Il y a d'excellents livres sur l'État en action. En France, on a une bureaucratie quand même considérable. Prenons les directeurs d'hôpitaux, ils ont plus de personnel qu'en Allemagne, la direction. Bon, c'est un exemple. En revanche, des exemples étrangers, ils sont tous connus. On connaît tout ce qu'il faut faire. Sauf qu'il y a de tels obstacles. Voilà. Parce que je partage le point de vue. Il y a des innovateurs absolument merveilleux dans tous les secteurs, en psychiatrie, en éducation, magnifique. Quand on veut essayer de Changer quelque chose au niveau central, pas possible. On recommence, on fait des rapports, on va faire des tas de trucs qui sont excellents, mais qui ne recevront pas d'application. C'est ça qui est terrible, je veux dire. Parce que pour moi, le Canada, c'est un des pays qui est en tête en termes de santé publique. Avant, c'était l'Angleterre. L'Angleterre, depuis Thatcher, ça ne vaut plus rien. C'est lamentable. Les Canadiens, ils sont américains et très pragmatiques, et en même temps, ils ont des institutions anglaises qui leur permettaient d'être plus ouverts que les Américains, qui sont vraiment très mauvais en termes d'organisation de leur système de santé, et qu'à voir les résultats. Mais les Canadiens, ils sont vraiment très bons, très très bons. Mais en Europe aussi, vous avez plein de... Mais vous voyez, Et toutes les expériences sont connues parce qu'il y a plein, vous savez, plein de missions parlementaires ou de missions non parlementaires qui y vont, qui font un rapport Qui sont excellent. mais par exemple, On n'en fait rien. j'insiste sur le sida, ça a marché pour le sida parce qu'ils étaient tellement démunis et puis ils avaient des morts, bon, vous vous rappelez, du début de l'épidémie dans les années 85, que du coup, le fait d'avoir il y avait AIDS et ACT UP, Voilà. et du coup, ils ont accepté, Oui. mais la mort dans l'âme, mais comme ils avaient des morts, ils n'avaient pas du tout envie de gérer tous les aspects liés
aux conséquences du VIH, bah, du coup, ils ont accepté les assos. Mais en psychiatrie, même l'UNAFAM, elle n'est pas, bon, moi, j'ai fait des contrôles dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a des endroits où l'UNAFAM, on lui donne un local qui est au 3e sous-sol du 2e bâtiment. Enfin bon, il n'y a aucune indication dans le livret d'accueil. Enfin bon, par contre, il y a des endroits où l'UNAFAM est partie prenante du dispositif. Mais c'est bon, pareil pour l'association des malades mentaux, dont j'ai oublié le nom. Je suis fatiguée, mais il y a une association qui regroupe des malades mentaux. Là, c'est l'UNAFAM, ce sont les familles. Maison Perchée. Maison Perchée. Non, non, c'est bon, peu importe. Ben, c'est pareil, ces associations, elles ne sont pas forcément très, très bien vues. Bon, parce que quand, par exemple, l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des amis et des familles de malades mentaux, par exemple, elles aident les familles, justement, quand dans une famille, il y a un jeune pour lequel le diagnostic de schizophrénie est porté, bah, c'est un choc énorme dans la famille. Bon, et l'UNAFAM peut expliquer, bon, et ben, les médecins se sentent mis en cause parce qu'ils disent c'est à nous d'expliquer, sauf qu'ils ne le font pas. Bon, moi je veux bien, s'ils le faisaient, on dirait bon d'accord, mais comme ils ne le font pas, et que c'est beaucoup de temps et beaucoup de disponibilité, voilà. Je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'intérêt des aidants Oui. pour développer des politiques de santé. Il y a 11 millions d'aidants, beaucoup pour des enfants handicapés psychiques, etc. Et le mouvement est fort, hein, parce que on doit remercier les gens de l'aide, etc. Oui, c'est parce eux que qui ont ça- fait un tournant ouais, en santé publique, qui ont parce que- donné C'est ce que je dis. à nouveau la Parce place qu'il y aux avait des aidants. morts. Dans le Parce qu'il y avait des domaine- morts. Parce qu'ils avaient Attends, parce accès, qu'il y a d'autres choses. ils avaient accès aussi à l'information. Ils Dans étaient le domaine proches. des maladies chroniques, le diabète, tout ça, ça s'est beaucoup développé, oui, l'éducation tout à fait. thérapeutique. Alors, il y a encore 2 questions, monsieur et monsieur. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Euh, J'ai bien compris dans vos conclusions ce que vous proposiez en termes d'amélioration des soins et du système de soins. Mais quand il y a des soins, la maladie est déclarée, elle est là. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes de réflexion sur la prévention des maladies de santé mentale? Je pense par exemple pour l'autisme, dont vous parlez, qu'il y avait des sources de contamination de cadmium, par exemple. La pollution de l'air qui favorisait la santé. Mais est-ce que là, il y a des pistes d'amélioration des choses? Parce qu'il vaut mieux quand même prévoir plutôt que de soigner, si on peut. Alors, sur l'autisme, moi, je ne me prononce pas parce qu'il y a eu tellement depuis que j'ai commencé la psychiatrie, il y a eu tellement de pistes soulevées. Bon, comme d'ailleurs pour la schizophrénie, à un moment, on disait que c'était le type physique. On disait que les bipolaires, ils étaient gros et petits et que les schizophrènes, ils étaient grands et minces. Enfin, non, non, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Pardon? Non, mais bon, on a cherché des histoires génétiques, pour l'instant, bon, maintenant, sur les causes de l'autisme, à un moment, moi, quand j'étais en CS de pédopsychiatrie il y a très longtemps, c'était l'idéologie psychanalytique, on disait c'est la faute de la mère. Bon, alors, on peut vous dire que c'était d'une violence extrême. Le père, non, le père, il n'existait pas, mais alors la mère, le désir de grossesse, la grossesse, l'accouchement, enfin bon, et on est revenu de ça aussi. Donc pour l'instant, alors maintenant, on parle de PFAS et tout ça pour l'état de maladie. Pour l'instant, il faudrait arrêter de respirer parce que dans l'eau, il y a des PFAS, dans le poulet ou dans je sais pas quoi. Bon, en tout cas, il n'y a rien de. Pour l'instant, il n'y a rien sur. Bon, par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, les populations précarisées, ça oui. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant, enfin, j'ai enfoncé des portes ouvertes. Un enfant qui est élevé dans un climat serein avec son père, je ne dis pas qu'il ne faut pas divorcer, hein, c'est pas ça, mais où il n'y a pas de violence intrafamiliale, il va aller mieux qu'un gamin qui est violenté et tout ça. On le voit dans toutes les histoires. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en prison. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens en prison qui n'avaient pas eu justement des traumatismes infantiles graves. Bon, la prévention, elle pourrait être là avec
quelque chose qui nous a qui frappe encore quand les journalistes judiciaires, ils en parlent souvent, c'est que quand il y a des signalements, pas seulement les féminicides, mais il y a des signalements d'enfants qui sont en détresse pour lesquels on ne fait rien. Bon, et parfois, les placements en famille d'accueil, c'est pire que la famille d'origine. Bon, là-dessus, je vous rejoins complètement. Je pense qu'il y a un énorme travail qui pourrait être fait. Vous aviez une question aussi. Il faut voir que dans une société où la performance prend le pas sur beaucoup de choses, hein, le burn-out a tendance à augmenter et on ne peut pas dire que la santé mentale de la population en général va du bon côté. Je veux dire, la société n'est pas douce hein, pour les gens, je veux dire, par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans, quoi. Vous aviez une question? Ma question rejoint un peu la précédente sur pas la prévention, plutôt le diagnostic. Est-ce qu'on bénéficierait d'un diagnostic qui arriverait plus tôt dans la vie, plus tôt par rapport au moment où les troubles vont se manifester? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça vaudrait le coup de, comme tous les jeunes de 25 ans, on les invite à aller chez le dentiste, d'aller chez le psychiatre, par exemple? Le psychiatre, non. Non, mais rappelez-vous que la santé scolaire et la santé universitaire sont en perdition. Moi, j'ai repris les chiffres dans un ouvrage qui a été publié juste après le Covid. C'est une catastrophe, bien pire qu'en santé mentale, je dis. Tout le secteur de la prévention, les professionnels, la médecine du travail, c'est pareil, enfin. Alors, hein, on n'arrive même pas à faire les examens obligatoires à 6 ans, et je ne sais plus si c'est 14 ans. Alors, Je pense que vous avez raison. Je pense qu'en santé scolaire, par exemple, c'est évident. Enfin, il y avait des gens qui disaient tout se joue avant 5 ans, mais bon, c'est vrai que quand vous avez un gamin, je donne un tableau comme ça clinique pour expliciter ce que je veux dire. Quand vous avez dans une crèche un gamin de 2 ans et demi qui met le bazar dans la crèche à 2 ans et demi, qui frappe les autres gamins, bah, il y a un problème. Bon, si on s'en occupait à ce moment-là, il est évident qu'il y a un problème. Je veux dire, le gamin qui frappe, c'est les bébés de 2 ans qui prend ses affaires, qui vole, qui prend bon. Si on prenait ce gamin et les gens qui travaillent dans la crèche, ils le voient. Mais il n'y a pas de suite. C'est-à-dire qu'on dit, ce gamin-là, il ne va pas bien. Bon, alors après, on dit, ah bah oui, mais c'est parce que il vit, je ne sais pas, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a dit il vivait, je ne sais pas, en caravane, j'ai n'importe quoi. C'est des stéréotypes idiots. Mais il faudrait le prendre en charge parce qu'on ne va pas changer le mode de vie des parents, on ne va pas leur donner un 4 pièces dans le 16e. Bon, il faudrait par contre essayer de prendre ce gamin puis le sortir de cet état de violence et de difficulté de vie en société alors qu'il a 2 ans et demi. On a ouvert des maisons vertes. Hein, oui, ça. Oui. On a créé quand même. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Oui, mais c'est pas... Et qui appartiennent au secteur associatif ou privé. Tout à fait, hein. Tout à fait. Alors moi, juste une question. Je suis psychiatre aussi, qui est un peu Madame Jean de vous dans le public. Justement, vous n'avez parlé que de la psychiatrie publique. Et vous pensez que peut-être il faudrait mieux former les médecins généralistes à la psychiatrie. Pourquoi pas, c'est vrai. Enfin, il y a suffisamment de psychiatres, normalement, en France. On l'a dit. Tout à fait. On l'a dit. On l'a dit. Il ne pourrait pas se voir peu. Parce qu'ils ne veulent pas et qu'on n'a pas de... Attendez, on n'arrive pas... Attendez, on n'arrive pas à ce qu'un interne aille s'installer dans le Loiret. Je ne parle pas de... Les médecins généralistes acceptent. D'aller dans le Loiret, ils ne vont pas. Ils acceptent. Depuis 10 ans, on discute pour savoir s'il faut obliger, pour l'installation des jeunes médecins, s'il faut les obliger. Ils ne veulent pas. Donc, regardez le nombre de psychiatres qu'il y a dans le 5e et le 6e arrondissement de Paris. Oui, et qui font de la psychiatrie de confort. Pour la maman dont la fille ne va pas bien à l'école. Ouais. On est d'accord. Mais ils veulent s'installer. Ils veulent aller à l'hôpital. Non, mais les médecins généralistes, on peut mettre dans leur formation, les psychiatres, ils sont déjà formés. Les médecins généralistes sont aussi. Oui. Oui, puis ils n'ont pas le temps de faire un entretien d'une demi-heure. Non, il y a une psychiatrie quand même libérale. Oui.
Il y a beaucoup de secteurs Oui. privés qui Oui. s'emparent de la recherche, Oui, des traitements, de tout ce qui est associatif. Hein. Il y a beaucoup d'innovations dans la société. On a abandonné la psychiatrie. Vous avez raison. moi, oui, oui, On abandonne oui, complètement oui. la psychiatrie publique. Eh ben, peut-être pas après les propositions de la grande Non, mais connaissance. bon, si on change, si on veut changer quelque chose, Non, mais- il y a oui. assez de psychiatres en France. Oui, mais comment vous faites pour les obliger? Comment vous faites? Dites-moi, moi, je... Alors, vous aviez une question, madame? Parce que Il n'y a que le déconventionnement qui va. Oui, mais on ne va pas déconventionner les médecins. Madame de Allemagne, Villeneuve, vous aviez une question? Allez, on prend une dernière question et puis je pense qu'il faudra qu'on s'arrête. Sur 2 points. La première, c'est que la mythologie que vous avez donnée sur la période des années 68, 85, les 2 bords de Voltaire que vous avez donné, au total, l'histoire de la psychiatrie publique est une sorte de miroir pour l'évolution globale de la population française, c'est évident. D'où la prospérité de la psychiatrie privée et les défaillances de la psychiatrie publique. Bon, on entre là dans un schéma qui est beaucoup plus général et national. Bon. La deuxième chose, alors là c'est une question, c'est la relation avec le psychologue tel que les jeunes psychologues maintenant sont formés. J'ai l'impression qu'ils ont une formation de plus en plus longue et de plus en plus étoffée. Alors, est-ce que les psychologues tels qu'ils sont formés aujourd'hui ne pourraient pas jouer un rôle, public ou privé, un rôle dans la démarche de la prévention, dans la mesure où ils sont un peu les amortisseurs entre une pathologie qui relève de la psychiatrie ou malaise momentané de la mère de famille dans ce papier, quoi. Est-ce que là, les psychologues, on s'en doute, étant donné ce qu'ils sont aujourd'hui, ou ce qu'ils ambitionnent d'être en tout cas, est-ce qu'ils n'auraient pas là, est-ce que la prévention ne pourrait pas se bouger là? Oui, mais c'est Parce une que question, c'est qui financerait? Ah ben là, on reste dans le contexte qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est les psychologues qui travaillent en privé majoritairement. Oui, mais alors justement, les gens qui peuvent payer 60 € ou 80 € la séance non remboursée par la Sécu, On a prévention dans le sens que si elle vaut pour tout le monde. ben voilà, on est d'accord. Alors, dans les CMP, les psychologues travaillent. Alors, vous avez des CMP où le psychologue et le psychiatre travaillent comme ça avec l'infirmière. Enfin, il y a vraiment une réalité d'équipe. Puis, il y a d'autres endroits où c'est le psychiatre prescrit les traitements et dit au psychologue, ben, maintenant, tu t'en occupes. Et le psychiatre ne fait plus que de prescrire. Alors, ça aussi, ça fait partie de l'attractivité. Moi, si on m'avait demandé de faire ça, j'aurais pas fait de psychiatrie. Moi, ce que j'aimais bien, c'était de donner un traitement le cas échéant, mais aussi de prendre en charge des patients. Alors que maintenant, on sépare les rôles et le psychiatre ne fait que prescrire, puisqu'il est le seul à avoir le droit de prescrire, ni les infirmières, ni les psychologues n'ont ce droit, et les psychologues suivent les patients au long cours. Mais pour la prévention, vous avez raison, mais qui paiera? Ça, c'est le problème global. Et oui, mais le problème global, c'est vraiment organiser la prise en charge des maladies chroniques, finalement, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques. Hein, c'est pas... Un petit peu le même articulation entre les professions qu'on retrouve dans les maladies. Oui, oui. Alors, bon, il y a des spécificités, évidemment, mais je veux dire, il y a des grandes Mais analogies. il y a quand même des avancées aussi dans ce domaine, Et dans tous les domaines, de coordination des soins, Oui, oui, totalement. par exemple les ophtalmos et les orthoptistes. Là, Oui, maintenant, c'est vrai. il y a Ça, oui, oui, ça, c'est vrai. Ça se fera presque peut-être dans le rentrer dans les mœurs. C'est vrai. Il y a quand même des avancées. Les infirmières de pratique avancée aussi. Mais il y a quand même beaucoup à faire. Bon, ben, écoutez, on vous remercie vraiment, c'était passionnant. C'était vraiment. Ah oui,